Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La science des sciences. Cette semaine, nous abordons le thème de l'Anthropocène. Notre premier invité, Michel Lusseau, est professeur d'études urbaines et géographe à l'École normale supérieure de Lyon. Il a récemment publié le livre Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre, paru en 2024. Notre second invité, Vincent Mirza, est anthropologue à l'École des études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Il est directeur du Centre de recherche sur le futur des villes et de la chaire urbaine anthropocène. Il travaille présentement sur un projet de recherche nommé Trajectoire du travail dans la ville, une ethnographie des transformations du travail et de l'habitabilité à Tokyo. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast La science des sciences. Pour notre dernier épisode de la saison 1, je me tourne vers nos invités immédiatement car on finit avec vous sur un thème assez important, l'Anthropocène. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici. Bon, Vincent, on se connaît vu que c'est mon directeur, on va mettre ça sur la table, donc on se connaît bien. Et avec un collègue, un invité international aujourd'hui de France qui nous joint avec nous pour discuter de ce thème. Donc, tout d'abord, comment ça va? Surtout, comment ça va le Canada? Depuis quelques mois, vous êtes ici et ça... Oh bah, moi, ça va très bien. Le Canada, je ne sais pas si ça va, mais en tout cas, moi, tout va très bien. Merci. Et ça va bien. C'est passé, la session est bien entamée. Il reste un ou deux cours, mais la session se termine et ça va comme en fin de session pour tout le monde. On est un petit peu fatigué, on veut passer à l'étape recherche et terrain et on veut faire d'autres choses, mais ça va très bien. On va passer justement sur cette question, oui. Recherche, oui. terrain. Mm-hmm. Présentez-moi un peu tour à tour vos recherches, vos thèmes de recherche de prédilection, et aussi qu'est-ce que vous faites pour collecter des données et après on pourra discuter de l'analyse et de tout. On pourrait commencer ici, côté géographie. Je pense que ça va être très intéressant. Surtout une approche française, peut-être un peu différent de... Oui, en tout cas, une approche francophone, puisqu'il y a une tradition francophone de ce que l'on peut appeler les études urbaines, qui datent des années 1970. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est véritablement dans cette décennie que se constitue la base du corpus de ce que vont devenir ensuite les études urbaines, c'est-à-dire un champ qui, par nature, n'est pas disciplinaire, mais transversal et qui, en France, dans la tradition française, fait travailler ensemble essentiellement des géographes, des sociologues, des politistes, des aménageurs urbanistes, des architectes, quelques anthropologues, même si ça n'est pas l'espèce la plus courante dans les études urbaines françaises. Ces études urbaines se constituant à partir de travaux fondateurs, d'un côté ceux de la géographie appliquée qui se développe dans les années 1950, puis de l'autre un courant plus sociologique et philosophique qui est emblématisé par exemple par la figure d'Henri Lefebvre, bien connu pour ses livres sur la question urbaine, mais aussi des sociologues peut-être un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont été très importants, comme par exemple Raymond Ledru, qui est vraiment un des créateurs de l'école française de sociologie urbaine à l'université de Toulouse, ou des personnalités comme Françoise Choët, historienne de l'urbanisme, qui a été très importante aussi dans la constitution de ce champ. Donc moi, je me suis placé dans cette perspective depuis le début de ma carrière, dès mes premières recherches dans les années 1980 maintenant, et la question urbaine m'a toujours passionné, et petit à petit, après avoir recommencé mon travail de chercheur par une recherche sur la périurbanisation, sur le développement des espaces périurbains pavillonnaires dans les villes moyennes françaises, assez rapidement, au début des années 90, j'en suis venu à m'intéresser plutôt à ce que l'on pourrait appeler l'urbanisation généralisée du monde, c'est-à-dire à essayer de comprendre le processus d'urbanisation, mais dans une perspective plus globale que simplement l'analyse de cas particuliers d'urbanisation ou de périurbanisation, même si j'ai toujours continué à étudier des cas particuliers, mais toujours dans la perspective de comprendre ce que ces cas nous disaient d'un processus plus général.
Et ce travail, je l'ai maintenu depuis maintenant plus de 30 ans, cette réflexion sur l'urbanisation généralisée ou l'urbanisation planétaire. Et il s'est, depuis une quinzaine d'années, légèrement infléchi, puisque je me suis mis à réfléchir sur la façon dont cette urbanisation planétaire pouvait être considérée comme un vecteur du changement global, du réchauffement climatique et du changement global, et c'est cela qui m'a amené à la réflexion sur l'anthropocène. Alors, comment travaille un géographe qui travaille sur les questions urbaines? Eh bien, comme je l'ai dit, je suis géographe de formation, même si je me suis toujours astreint à fréquenter toutes les autres sciences sociales, mais aussi les architectes, les savoirs de l'ingénierie et de l'urbanisme, mais aussi les savoirs de l'écologie urbaine qui m'ont toujours intéressé. Un géographe travaille comme tout chercheur en sciences sociales. Donc la géographie, c'est une science sociale empirique, c'est-à-dire qui se nourrit d'observations, de cas, de terrain, et ces observations de terrain sont doublées, complétées, enrichies par un travail sur des données qui ont pu être collectées à d'autres échelles que les échelles des terrains locaux qu'on peut observer. Observation de terrain, ça consiste par exemple à observer la façon dont un espace périurbain se déploie ou comment un espace central se renouvelle ou se reconstitue, ou quelles sont les caractéristiques d'un projet urbain situé, et voir la manière dont il se constitue, se construit et se déploie dans l'espace et dans le temps. Données complémentaires, ça peut être l'examen des données démographiques, des données sociales, mais aussi dans le cadre de la géographie urbaine, le travail à partir des données d'observation satellitaire qui sont devenues aujourd'hui très importantes pour comprendre l'empan, l'échelle de l'urbanisation planétaire. Disons que la manière dont les géographes saisissent l'urbanisation planétaire aujourd'hui s'appuie toujours sur une mise en tension de réflexion à l'échelle globale de la planète, où on essaie de voir finalement comment on peut saisir démographiquement, sociologiquement ce processus, mais aussi comment on peut le saisir géographiquement à travers l'examen de l'évolution morphologique des espaces urbains, qui pour un géographe est toujours une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire on n'étudie jamais la ville indépendamment de sa forme matérielle. Et puis à l'échelle locale, eh bien, il s'agit, comme je le disais, d'observer des cas précis en ne restant pas, pour le coup, là, non plus limité à l'analyse des formes urbaines, puisque la géographie urbaine, dans la foulée des études urbaines françaises dont je parlais tout à l'heure, se pose évidemment toujours la question, devant un espace urbain, la question de savoir quels sont les acteurs, les agences, les entités, les opérateurs qui mettent en place ces espaces urbains, et quelles sont les conditions de possibilité économiques, sociales et politiques de mise en place de ces espaces urbains. On va aller aussi du côté japonais. Oui. Je parle souvent du Japon parce que je fais de la recherche au Japon, mais là, on va pouvoir en parler un peu plus aujourd'hui. Oui, t'as une bonne excuse. Oui. Ouais. Donc, maintenant, avec une méthode plus anthropologique, qui est complémentaire, là, c'est pas en opposition. Oui, elle est complémentaire parce que, d'abord parce que la méthode, elle est quand même orientée par nos objets de recherche. Et donc, même en anthropologie, si on veut réfléchir à des processus comme la globalisation ou comme le travail, ce que je fais, tu es quand même obligé d'adapter plus ou moins et ta perspective théorique et de réfléchir justement à la question de la méthode. On va sûrement y revenir sur la question de l'anthropocène et de l'urbanisation planétaire, mais ce qui pose aussi des problèmes, c'est-à-dire c'est comment conceptualiser des grands mouvements à l'échelle planétaire et comment les saisir sur le terrain. Et comment conceptualiser justement un terrain qui est capable de saisir ces grands mouvements. Mais peut-être pour donner un petit peu de contexte, d'abord, comme tu le sais, je m'intéresse au Japon. Ça fait 25 ans que je m'intéresse au Japon, donc ça fait un bon moment. Je m'intéresse aussi aux grandes villes et aux grandes agglomérations urbaines sur la planète. Mais ce qui m'a amené en fait à réfléchir à la question urbaine et à l'urbanisation planétaire et à la question de l'anthropocène et à collaborer avec Michel, on travaille ensemble depuis maintenant 7 ans. C'est la question du travail.
Et en fait, pour moi, c'était compliqué à expliquer avant la pandémie, mais maintenant c'est assez simple. Le travail, ça organise la vie quotidienne et ça organise la ville. C'est-à-dire que il y a une relation à la fois dans la pratique, dans les pratiques et les représentations, et il y a aussi une relation spatiale. Et le travail, en fait, organise notre pratique et nos espaces. Et nos espaces ensuite réorganisent notre travail et nos pratiques. Ça va dans les deux sens, bien évidemment. Donc, si tu veux, je suis passé par d'abord les questions de qu'est-ce que le travail signifie et comment ça donne du sens à l'existence en fait dans des périodes de difficultés économiques. Je me suis aussi intéressé à la façon dont évidemment ça génère toutes sortes d'inégalités et c'est pour ça que j'ai travaillé entre autres sur la question des femmes, des jeunes femmes dans les grandes entreprises japonaises et de la question du mariage, du refus du mariage au Japon. Actuellement, je fais du terrain et quand je dis je fais du terrain, j'imagine que toi tu sais ce que je veux dire. Mais c'est un mot qui peut être galvaudé entre autres par les politiciens. C'est un mot qui est réutilisé aussi par beaucoup de monde, dans beaucoup de disciplines maintenant. Tout le monde fait de l'ethnographie. Alors évidemment, je fais du terrain, c'est-à-dire que j'identifie des lieux dans lesquels je veux aller travailler et je m'y rends, je fais des entrevues, je fais des observations, j'ai différents outils à ma disposition, l'écriture, l'image, le dessin, parfois de façon indirecte, mais ça on y reviendra. Et ces temps-ci, je m'intéresse aux petites manufactures urbaines à Tokyo. Les Machikoba, qui sont des petites entreprises qui ont généralement entre 1 et 5 employés. Quand je dis employés, c'est qu'en général, c'est des hommes, mais il y a quelques exceptions. Et en fait, elles sont complètement intégrées dans le tissu urbain tokyoïte. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment à la fois elles articulent les chaînes d'approvisionnement, mais aussi comment elles articulent la vie urbaine et le tissu urbain et communautaire à Tokyo, dans des quartiers qui sont en train de se transformer. Notamment à Sumida ou Ota, ou qui sont des quartiers plus ou moins entre guillemets de la vieille ville, vus comme plus conservateurs ou traditionnels, mais qui sont en train de se gentrifier. Et moins connus aussi du public. Là, moins connus du public, certainement. Il y a beaucoup moins. Quoique il y a une zone à Sumida qui est un peu touristique. Tu sais, il y a le Sky Tree et le musée Edo Tokyo et tu sais le stade des Sumotori. Mais c'est comme tout au Japon, les touristes sont plus ou moins orientés dans une direction et pas dans une autre. Donc, c'est ça qu'on voit. On voit pas le reste du quartier qui est quand même assez grand. Quand on parle de Tokyo, tout est assez grand. Ça, c'est assez évident. Donc, je pense que si tu veux, enfin, pour revenir un peu à ta question de la méthode, je pense que la question de la méthode, elle est, pour un anthropologue, évidemment, c'est de faire du terrain. C'est un petit peu articulé de façon, on idéalise un peu ce terrain. C'est-à-dire, pendant son doctorat, on fait un terrain long. Après, durant une carrière professorale, c'est plus compliqué. On a des enfants. Enfin, il y a la réalité de la vie qu'on aime bien ignorer, mais qui joue un rôle dans la façon dont on fait les terrains, qui les raccourcissent ces terrains-là. Néanmoins, ça reste quand même la première approche pour comprendre de façon empirique ce qui est en train de se passer, ce que par exemple les gens dans ces petites entreprises sont en train de vivre, le vieillissement de la population, la difficulté d'être un ouvrier au Japon, et les transformations du tissu communautaire japonais. Et la question de la méthode, elle est importante aussi, je pense qu'on va y revenir, parce que elle nous permet comme pour reprendre ce que Bruno Latour dit, elle nous permet d'atterrir. C'est-à-dire d'atterrir dans un espace et dans un ensemble de pratiques données, à partir desquelles on peut commencer à réfléchir. Peut-être, je sais pas, puisqu'on a dit qu'on pouvait converser, conversons. Peut-être une différence, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Et puis moi, ma pratique de la géographie n'est peut-être pas complètement standard non plus. Parce que beaucoup de géographes se retrouveraient dans ce que tu viens de dire, Vincent, sur l'importance du terrain. Il se trouve que moi, je n'ai jamais eu véritablement de terrain assigné.
ou de terrains définis comme le Japon par exemple, parce que je me suis plutôt inscrit dans une tradition, alors là qui est vraiment une tradition de théorie française, où moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on pourrait appeler la métathéorie, c'est-à-dire mon point de départ c'est véritablement essayer de corroborer, de démontrer la pertinence de la théorie de la révolution urbaine, quoi, pour le dire vite, énoncée au début des années 70 par Henri Lefebvre, et qui consiste à essayer de prouver cette corroboration que l'entièreté de la planète et des sociétés humaines planétaires sont transformées totalement par un processus d'urbanisation qui n'est pas simplement un processus qui prolonge l'histoire de l'urbanisation du 19e ou du début du 20e siècle, mais à partir de 1950, un processus de bifurcation, quelque chose qui change totalement la Terre et les sociétés et les individus. C'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse. Donc, j'essaye toujours de constituer un cadre qu'on pourrait appeler métathéorique, qui est celui de la révolution urbaine, et auquel j'ai ajouté depuis une quinzaine d'années l'idée que c'est parce qu'il y a cette révolution urbaine que la grande accélération du changement global peut être observée par les spécialistes de la science du système Terre depuis les années 50. Donc, en gros, pour le dire de façon plus directe, c'est la révolution urbaine qui est le vecteur principal de l'entrée dans l'Anthropocène et des bouleversements des systèmes biotiques et abiotiques planétaires, dont le réchauffement climatique est une des manifestations la plus spectaculaires, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. Et puis pour essayer de soutenir, de corroborer cette métathéorie, je vais plutôt chercher non pas un terrain que j'étudierai en profondeur, même si je l'ai eu fait pour ma thèse par exemple, mais je vais plutôt chercher des cas en fait, c'est-à-dire des situations problèmes plus locales qui vont me permettre de mettre à l'épreuve la métathéorie, c'est-à-dire c'est des cas qui sont en quelque sorte des situations de crash test pour la métathéorie. Donc je vais donner un exemple. Dans un livre de 2017 qui s'appelle Hyperlieux, j'ai essayé de démontrer que l'urbanisation planétaire était à la fois un processus générique de standardisation des espaces et des pratiques urbaines. Encore une fois, les géographes ont toujours une attention à la question de la morphologie des espaces qu'ils étudient, puisque pour les géographes contemporains, là aussi, inspiration lefévrienne de ce livre absolument incroyable qui s'appelle La production de l'espace, publié en 1974, qui montre que les espaces sont des produits des sociétés, pas des données de la nature. Donc il y a toujours, pour les géographes, la volonté de comprendre ces espaces formels comme produits sociaux complexes. Donc je fais l'hypothèse que l'urbanisation planétaire, c'est à la fois un processus de standardisation des espaces et des pratiques, et dans le même mouvement, un processus qui redonne de l'importance aux lieux. C'est-à-dire en fait qui redonne de l'importance à la différenciation des géographies à partir des lieux, des géographies et des pratiques à partir des lieux. Donc pour critiquer en quelque sorte un certain nombre de théories sur l'aplatissement du monde, The World is Flat, écrivait Thomas Friedman, ou un certain nombre de théories sur la standardisation absolue du monde. Donc j'essaye de montrer que l'urbanisation contemporaine, c'est un mélange de standardisation et de spécification, un mélange de différenciation et d'uniformisation, retrouvant d'ailleurs des éléments de la théorie anthropologique mise en place par l'anthropologie culturelle des années 80-90, notamment à Padouraï et quelques autres. Pour faire ça, que je fais, je développe ma théorie générale et je vais chercher des cas de ce que j'appelle des hyperlieux contemporains qui vont me permettre de mettre à l'épreuve, en quelque sorte, cette théorie-là par des observations. Ces cas, ça peut être des centres commerciaux, des grandes gares, Shibuya par exemple, des grandes places urbaines, des lieux de contestation des politiques menées, comme par exemple un certain nombre de places à Madrid et en Europe qui sont envahies par ce qu'on a appelé le mouvement des indignés dans les années 2011, ou Occupy Wall Street et toute la franchise Occupy. Et donc j'essaye de trouver des cas
qui vont me permettre de vérifier la pertinence ou non d'un certain nombre d'hypothèses. Donc ça, c'est peut-être une manière de travailler qui est légèrement différente, même si évidemment les méthodes d'observation, au bout du compte, vont, comme dans toutes les sciences sociales, finir par se ressembler, parce que quand on étudie des pratiques sociales, on est obligé de s'imprégner des méthodes ethnographiques, on ne peut pas faire autrement. Puis on se rejoint sur des thèmes, c'est-à-dire que là, enfin, on va t'en parler tout à l'heure, mais je pense que la question de l'urbanisation planétaire et la question de la crise climatique ou du changement global, on en reparlera. En fait, Michel l'a approché d'une certaine manière. Moi, j'y suis arrivé de façon très indirecte. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait au début, c'était de comprendre les questions reliées au régime de travail et à la façon dont le travail organiser la vie quotidienne des gens, mais c'est là où progressivement, si tu veux, j'ai vraiment vu que, par la force des choses, c'est-à-dire le travail organise aussi l'espace, et donc les villes. Et que les villes sont organisées à partir d'une certaine représentation du travail, une certaine représentation en tout cas en Occident et au Japon, de ce que la modernité devait être ou enfin tenter d'être. Et c'est à partir de cette espèce d'idée du progrès que je me suis bien rendu compte, comme beaucoup d'autres, que dans le fond, la ville est organisée à partir de ces logiques de production. Et que pour comprendre, si tu veux, et là, je fais quelques sauts, mais enfin, pour comprendre la question de la crise climatique, parce qu'on s'en rend tous compte, enfin, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut comprendre. Il y a quelques petits soucis. On voit bien que, en fait, la façon dont les villes sont organisées, à travers le travail, articule, entre autres, la question de la crise climatique. Et c'est comme ça, si tu veux, que, au bout d'un moment, tu commences à réfléchir à partir de, à la fois, l'organisation des espaces et de la vie sociale, mais aussi à la fois à comment l'organisation de ces espaces et de cette vie sociale a un impact majeur sur la crise climatique, c'est-à-dire sur le changement global, la crise de la biodiversité, le réchauffement de la planète, et que ce réchauffement-là, en fait, il prend sa source, et c'est là que Michel et moi, on se rejoint et qu'on travaille, c'est qu'il prend sa source dans les villes et dans la façon dont les villes sont organisées. Et là-dessus, il faut bien que tu comprennes qu'en fait, quand je dis les villes, ou peut-être, et Michel fait à peu près la même chose, mais il le dira lui-même. Quand on parle de ville, ici, on parle pas vraiment de quelque chose qui est délimité dans l'espace et qui est contenu, mais bien quelque chose qui bouge, qui est tout le temps en train d'augmenter ou de se réduire, qui est toujours en mouvement et qui n'a pas forcément de frontières. Et la question de l'urbanisation planétaire, si tu veux, c'est l'idée que les villes sont inscrites dans des logiques métaboliques qui couvrent toute la planète. Et pour te redire ça autrement, les villes ont besoin d'énergie, donc l'extraction alimente les villes, l'extraction en pétrole alimente les villes, l'extraction énergétique alimente les villes, et donc il y a des processus d'urbanisation planétaire qui structurent aussi la planète en quelque sorte. Et donc il y a à la fois, si tu veux, des grands mouvements planétaires qui structurent ces relations, et il y a à la fois des logiques de la vie quotidienne et de l'organisation des espaces qui structurent ces relations. Donc il y a à chaque fois, si tu veux, des changements d'échelle à travers lesquels il faut passer. Et quand tu réfléchis à ta méthode, tu dois réfléchir à comment changer d'échelle. Et t'es pas toujours capable de le faire. Il faut, quand on est anthropologue, on travaille pas en équipe souvent, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est des choses qu'il faut penser conceptuellement. Pour juste remettre en perspective sur l'urbanisation planétaire, l'humanité, on est rendu à combien qui vivent dans une ville dite urbaine? C'est une question qui est compliquée, d'abord parce que les chiffres sont pas complètement stabilisés. On dit qu'aujourd'hui, à peu près 60% de la population mondiale vivrait dans des ensembles qui sont considérés statistiquement comme des ensembles urbains par les opérateurs statistiques nationaux.
Mais en réalité, ça veut pas dire grand-chose parce que si on prend le cas d'Ottawa, c'est quoi la limite d'Ottawa? C'est quoi le territoire pertinent d'Ottawa? Ou c'est quoi le territoire pertinent de Toronto, de Québec? C'est extrêmement compliqué à trancher parce que justement, et Vincent vient de le dire très bien, l'urbanisation, ça n'est pas simplement un processus démographique. L'urbanisation, c'est un processus de bouleversement des logiques d'organisation, des espaces, des sociétés, des activités de production, des cultures. Et l'urbanisation, c'est un bouleversement qui est un bouleversement tout à fait particulier, cette urbanisation planétaire qui s'enclenche dans les années 50. Elle n'existe pas avant 1950. Avant 1950, l'urbanisation est un phénomène qui est géographiquement relativement situé et circonscrit. C'est un phénomène massivement européen, exporté via l'impérialisme européen. C'est un phénomène nord-américain, essentiellement états-unien et secondairement canadien. Et puis, on peut encore trouver au Japon, en Chine, des points d'urbanisation importants, mais c'est pas un phénomène planétaire. Il y a énormément d'espaces qui échappent totalement à l'urbanisation, qui sont des espaces qu'on peut considérer comme des espaces et des sociétés rurales, campagnardes, qui ont leur logique propre. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Pourquoi? Parce que l'urbanisation, il faut le concevoir comme un processus de globalisation. Donc quelque chose qui met en relation, dans un système de liens, les espaces, les sociétés, les activités de production, les cultures, et qui reconfigure totalement ces systèmes de liens. Ce qui fait que vous pouvez habiter au centre d'Ottawa. Imaginons quelqu'un qui habite au centre d'Ottawa, qui ne bouge jamais du centre d'Ottawa, qui n'a pas de voiture, ça doit pouvoir exister, un original du Canada qui n'a pas de voiture dans un centre, dans un downtown, mais qui, par ses activités ordinaires, est au contact avec des métabolismes de matière qui sont à l'échelle de la Terre tout entière, ne serait-ce que parce qu'il utilise des batteries rechargeables, il utilise des objets, il se nourrit. Voilà, si on veut comprendre ce qu'est le métabolisme d'une vie urbaine contemporaine, il suffit d'aller dans un supermarché à Ottawa pour faire ses courses alimentaires. Et on voit très bien à quel point nous sommes inscrits dans des géographies qui ne sont plus des géographies locales, qui pourraient nous assigner à un territoire. Nous sommes devenus des acteurs sociaux en relation avec toute une série d'autres acteurs et agences qui sont mis en lien à l'échelle planétaire. Donc, si vous prenez cela, on s'aperçoit bien qu'il y a un éclatement des espaces et des temps qui fait comprendre qu'on a une véritable reconfiguration de la globalisation et qui empêche que l'on considère qu'un phénomène soit purement local. Donc c'est très difficile de répondre à la question combien y a-t-il d'habitants en ville. Pour moi, les 10 milliards, enfin les 8 milliards d'humains aujourd'hui sont des urbains. D'une manière ou d'une autre, y compris lorsqu'ils habitent à la frontière de la forêt amazonienne, voire dans la forêt amazonienne elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils sont équipés de téléphones portables, ils utilisent des objets en plastique, ils sont connectés à des circuits économiques qui sont des circuits économiques qui les dépassent. Donc il y a véritablement un intérêt à comprendre ce processus d'urbanisation comme une globalisation et qui nous fait arriver à une formule énigmatique qu'aime bien la théorie française. La théorie française adore les formules énigmatiques. Pour moi, je dis l'urbanisation est un processus sans extériorité. C'est-à-dire, il n'y a plus d'extériorité à l'urbain aujourd'hui. Il y a beaucoup plus intérêt à penser la problématique des limites internes au système urbain. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est au moment où il n'y a plus d'extériorité au système urbain, où le système urbain est un système global, qu'on voit se multiplier les opérations de délimitation interne. C'est-à-dire que les espaces urbains, par ailleurs, n'ont jamais été aussi marqués par l'existence de frontières internes. Et si on commence à penser comme ça, alors on n'est plus capable vraiment de répondre à la question « mais combien il y a d'habitants dans les villes ?» parce que c'est plus tellement la question qui nous intéresse. Mais si tu veux, Michel, évidemment, a une approche très totalisante, mais je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il y a un vrai changement. C'est-à-dire, au début du XXe siècle, 20% de la population mondiale vit dans les villes. En 2050, les chiffres de l'ONU, c'est 70% de la population mondiale qui sera urbaine. Au Japon, il y a déjà 90% de la population qui est urbaine. Alors, évidemment, la question ici, c'est qu'il y a
il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a un glissement sémantique entre la ville, ça n'est pas un processus d'urbanisation. Et l'urbanisation, c'est pas forcément la ville. Donc il faut bien comprendre en fait que oui, il y a une multiplication des villes, oui, il y a une augmentation de la population qui vit dans les villes et qui sont en quelque sorte, à la source de ces processus d'urbanisation. Mais les processus d'urbanisation, ils sont aussi au-delà des villes. Et ils s'articulent comme disait Michel, à ton téléphone, à l'extraction des terres rares, à des réseaux satellitaires qui font fonctionner ton téléphone. Oui, c'est même l'espace. Aux chaînes, mais absolument, tu peux voir les images de l'espace, tu vois tout autour de la Terre, les satellites. Oui, le soir, si on regarde le ciel, c'est des satellites qu'on voit plus que des étoiles. Absolument, c'est absolument incroyable. Ceux qui sont loin en campagne, vous voyez encore beaucoup d'étoiles. Mais en ville, on voit des satellites. Absolument. Et si tu veux, c'est ça qu'on entend par urbanisation planétaire. C'est-à-dire, si tu vois des images, des représentations des voies maritimes, de la démultiplication des vols sur la planète, des routes. Je me mets à parler comme un géographe, mais si tu veux, c'est ça vraiment qui structure et qui fait partie de ces processus urbains. Donc les processus urbains, c'est à la fois des choses et des phénomènes qui s'articulent dans les villes et qui constituent les villes, mais c'est aussi quelque chose qui les fait, qui les dépasse. Et ça, c'est ce que Michel explique aussi. C'est vraiment important de le comprendre. Cette absence d'extériorité, cette idée qu'il y a encore des zones qui ne sont pas traversées par ces chaînes d'approvisionnement, par des logiques de production, par de l'aménagement, par l'appauvrissement des sols, etc. Par la pollution. Oui, il existe quelques groupes isolés encore, en Amazonie d'ailleurs, au sud de l'Inde. Ce sont des exceptions. Il y en a assez pour les doigts d'une main pour les compter. Oui. Mais même eux, ils ont les impacts de cette urbanisation. Bien sûr. Et quand on regarde ce que tu viens de dire, Vincent, est vraiment important, comme toujours. Comme toujours, absolument. Donc, comme c'est Vincent qui m'invite à Ottawa, je reste correct. Au début du XXe siècle, il y avait effectivement une partition ville-campagne. Mais aujourd'hui, les villes se sont urbanisées elles aussi. C'est-à-dire, si vous prenez une photographie d'Ottawa en 1945, même d'Ottawa downtown en 1945, et que vous comparez avec ce qu'est devenu Ottawa, et pourtant Ottawa, c'est pas une mégapole, hein. C'est pas Shanghai, c'est même pas Toronto, c'est la capitale. C'est la capitale, mais c'est une aire urbaine de taille moyenne, voilà, où les processus d'urbanisation ne sont pas parmi les plus puissants et spectaculaires qu'on puisse trouver en Amérique du Nord ou même au Canada. Mais quand vous regardez l'évolution de l'espace de la ville historique d'Ottawa, du downtown historique, et de ses immédiats alentours, c'est stupéfiant de voir à quel point la ville s'est urbanisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la ville d'Ottawa ancienne s'est urbanisée autant que la campagne. Parce que l'urbanisation est un processus de changement qui bouleverse l'entièreté de la Terre dans ses organisations, dans ses formes et dans les pratiques des opérateurs humains qui activent ces formes. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui que l'urbanisation, elle bouleverse aussi les non-humains. C'est ça qu'on observe avec l'Anthropocène, c'est que les non-humains eux-mêmes sont complètement bouleversés par cette urbanisation, qu'il s'agisse de non-humains vivants ou non vivants, et qu'il s'agisse de non-humains sauvages ou domestiques. Et quand vous regardez, par exemple, ce que Vincent vient de signaler, essayez d'imaginer même, imaginez dans votre tête une carte. Au moment où nous parlons, si nous étions capables de cartographier les mouvements planétaires qui relient les espaces entre eux, songez aux milliers d'aéronefs, aux dizaines de milliers de bateaux, aux millions de voitures, au nombre infini de bits numériques qui circulent dans les réseaux informationnels. Et on s'aperçoit de quelque chose, c'est que la planète Terre est entièrement couverte, sillonnée par des logistiques qui acheminent les personnes, les objets, les matériaux, les ressources, les produits semi-finis, les données, les informations, les cultures, qui les acheminent en permanence, sans aucune interruption, seconde après seconde, à tel point qu'on peut considérer que
un des opérateurs principaux de la globalisation urbaine, c'est la logistique, en fait. Notre monde urbain est logistique. Et nous en avons eu une preuve expérimentale que nous avons partagée tous et toutes à l'échelle planétaire. C'est en 2020, lorsque la pandémie s'est imposée, puisque qu'a fait la pandémie? Elle a interrompu les chaînes logistiques. Et que s'est-il passé? Eh bien, nous nous sommes aperçus que nos vies n'étaient plus possibles. En tout cas, de la manière dont nous avions l'habitude de les vivre couramment. Donc, en réalité, il faut vraiment prendre au sérieux que l'urbanisation planétaire redesign la planète tout entière, la Terre tout entière, et redesign la Terre comme réalité biophysique. Voilà, l'urbanisation change la Terre comme réalité biophysique. Ça change les écoulements d'eau, ça change les sols, ça change l'atmosphère, la pollution, ça change les écosystèmes, ça change tout, de la basse couche de l'atmosphère jusqu'au sous-sol. Ça change tout, ça change ce que les géologues appellent la zone critique. Ça change les sociétés, ça change les individus eux-mêmes dans leur corps et dans leurs esprits et dans leur culture. Ça change les modes de production. On a des modes de production qui n'ont plus rien à voir avec ceux des années 50, mais plus rien à voir. Et donc, il faut que nous, en sciences sociales, on soit capable de documenter ce changement et de le prendre au sérieux. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la pensée partitionnelle ville-campagne n'est plus pertinente pour comprendre le processus que nous avons à affronter et comprendre surtout ce que ce processus produit sur les sociétés. Et si on veut arriver là à l'Anthropocène, j'en suis venu à me dire que si l'on voulait saisir ce qu'était le changement global véritablement et les défis auxquels il nous confronte, alors il fallait accepter d'observer la planète Terre en tant qu'elle est désormais globalement urbanisée, sans avoir la nostalgie d'une période où il existait d'un côté des villes et de l'autre côté des campagnes, comme deux ensembles bien séparés qu'on pouvait isoler les uns des autres. Ce qui nous amène à la question de l'Anthropocène, si tu veux. C'est-à-dire qu'autrement dit, quand on réfléchit à l'Anthropocène, et là, enfin, il y a tout un ensemble de débats sur est-ce que l'Anthropocène est un concept opératoire, est-ce que on ne met pas des inégalités à l'intérieur de l'idée d'Anthropocène. Enfin, il y a tout un ensemble de critiques qui sont tout à fait valides et valables. Mais ce qui, je pense, est intéressant avec la question de l'Anthropocène, c'est de comprendre en fait que justement c'est l'urbanisation planétaire, donc l'activité humaine. Et là, tu vois un peu le lien avec le travail, c'est-à-dire que l'activité humaine vient structurer une façon d'occuper la planète qui est tout à fait particulière et qui a des conséquences humaines majeures sur l'organisation, sur les systèmes biophysiques, sur le réchauffement climatique, parce que c'est celui qu'on cite le plus, mais il y a d'autres impacts extrêmement importants de l'activité humaine sur la planète. Et donc c'est pour faire rapide, si tu veux, c'est l'idée que l'urbanisation planétaire est la cause de l'Anthropocène. C'est-à-dire c'est à cause de l'urbanisation planétaire que nous sommes dans l'Anthropocène. C'est à cause de la démultiplication de ces activités, de la structuration à travers des réseaux à l'échelle globale de chaînes d'approvisionnement et d'occupation terrestre, qu'on est dans une période qui, clairement, il y a des débats avec les géologues qui mettent un petit peu de temps à décider si on y est ou pas, qui ont dit qu'on n'y était pas, qui vont y réfléchir encore pendant 50 ans, mais je pense que ça nous permet quand même de conceptualiser ici que l'activité humaine a pris le dessus sur les cycles naturels. Et il faut... Là encore, dans les jeux d'échelle, il faut qu'on se dise, on peut pas juste simplement se dire on est dans une crise globale, dans un changement global. On doit comprendre qu'est-ce qui cause ce changement global. Et clairement, l'urbanisation planétaire est le moteur de ce changement, si tu veux. Oui, et puis je crois que là, on arrive au cœur du problème. Anthropocène, c'est l'idée que l'être humain est devenu un facteur géologique. En fait, ça ne dit pas plus que ça. L'être humain a considéré là en tant qu'espèce humaine.
ça ne veut pas dire évidemment qu'à l'intérieur de cette espèce, il n'y ait pas des stratifications sociales qui expliquent que Elon Musk a sans doute plus de responsabilités dans la pérennisation de la crise climatique et environnementale que vous et moi. On est d'accord, hein. Aucun spécialiste de l'Anthropocène n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'inégalité sociale et d'inégalité dans les responsabilités. Évidemment. Et d'ailleurs, nous aurions des modes de vie qui sont ceux aujourd'hui de pas mal d'habitants de l'Afrique subsaharienne, il n'y aurait pas de crise climatique. Donc on voit bien que ce qui est engagé, c'est la généralisation comme référence d'un mode de vie qui est globalement, pardon d'aller un peu vite, mais globalement c'est l'American Way of Life. Un mode de vie urbain, c'est-à-dire appuyé sur la constitution de marchés de production et de consommation qui sont liés à l'existence des pôles urbains, qui deviennent référentiels en matière de production et de consommation, parce que les pôles urbains sont les plateformes de production et les principaux marchés de consommation pour un capitalisme, enfin une économie productive, thermo-industrielle, qui s'est globalisée et qui s'est appuyée sur l'urbanisation planétaire pour assurer sa globalisation. Alors, je veux dire, il faut quand même pas faire de nombreuses observations pour s'apercevoir qu'un moment de mutation dans les systèmes productifs mondiaux, qui va avoir une importance considérable, y compris dans tes petits ateliers en Chine, c'est... Et au Japon. Et au Japon, pardon, oui. C'est l'ouverture des zones économiques spéciales en Chine, justement, à partir des années 80, à la suite de la politique de Deng Xiaoping, qui ouvre les zones économiques spéciales, qui sont toutes littorales et connectées à des villes, petites ou moyennes, ou grosses, qui vont devenir, en 20 ans, les principales plateformes de production d'une économie mondiale délocalisée, c'est-à-dire où les géographies de la production classique ont complètement éclaté parce qu'on a constitué de nouveaux pôles de production qui vont également devenir des pôles de consommation fondamentaux à l'échelle de la Chine. Donc, lancer un mouvement d'urbanisation chinois qui va complètement orienter l'urbanisation du monde pendant 25 à 30 ans. Donc, en fait, quoi qu'on fasse et quelque objet qu'on regarde, on tombe toujours devant la question urbaine. Et on tombe toujours aussi devant quelque chose de fondamental et qui renvoie à ce que Vincent disait tout à l'heure. Vous savez, dans nos générations, bon, moi, je suis beaucoup plus âgé que Vincent, qui est un jeune chercheur, mais dans nos générations, presque personne n'est venu à la question anthropocène par première intention. C'est-à-dire, nous avons tous saisi l'anthropocène et le changement global par une incidente, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce sont nos recherches qui nous ont amenés à nous dire, tiens, mais là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Toi, c'est par la mutation du travail. Moi, c'est par l'examen des catastrophes urbaines qui m'a intéressé au début des années 2000. J'ai beaucoup travaillé sur les désastres urbains et les catastrophes urbaines, et ça m'a mené à une réflexion sur la vulnérabilité urbaine, qui m'a mené à la réflexion sur l'impact de l'urbanisation sur les équilibres écologiques. Vous voyez, c'est toujours un biais. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'origine de l'Anthropocène, liée à l'urbanisation, il y a quelque chose qui est central, c'est l'organisation et le fonctionnement du système productif et du système de consommation. C'est central. C'est pour ça que la question économique, plus exactement la question de la production, plus que la question économique, la question de la production, de l'extractivisme nécessaire pour cette production, des émissions de polluants de gaz à effet de serre de cette production. Et la question de la consommation, c'est-à-dire fondamentalement la question des modes de vie urbains, parce que la consommation, c'est la question des modes de vie urbains. Ces deux questions, production-consommation, sont au cœur de la problématique anthropocène et du lien qu'on peut faire entre urbanisation planétaire et changement global. Et tu peux, par exemple, aller voir dans des articles qui parlent de la grande accélération, qui a été développé par un collègue qui s'appelle Stephen, et ses collègues, tu peux aller voir son travail. Un climatologue, oui. Qui est un climatologue, qui est décédé récemment, mais qui montre vraiment comment, à partir des années 50, tu as une croissance exponentielle, je sais pas comment te le dire autrement, d'à peu près tout. Oui, mais je pense que les gens se rendent compte, tout va vite.
Oui, tout va vite. L'information se rend plus vite, ça fait partie de ces Oui. grands réseaux et les gens sont submergés. Oui, tout va vite. Alors il y a cette accélération-là qui est un peu l'accélération de la vie quotidienne, si tu veux, mais il y a aussi l'accélération à partir des années 50, de la construction des barrages, de la consommation des ressources naturelles. Où ça vient de loin, cette accélération? Elle est phénoménale. En fait, elle vient de loin, elle vient de la période industrielle, mais la courbe Ah oui, c'est exponentiel. est exponentielle à partir des années 50. Elle suit un peu celle du climat, qui commence C'est plutôt celle du climat qui suit. Oui, c'est ça, mais exactement ce que je voulais dire. Oui. On a une certaine corrélation, est-elle parfaite? Peut-être pas, mais on voit aussi la chaleur qui augmente. Considérablement. Et donc là, il y a une démultiplication des moyens techniques. L'autre point qui est important, je pense qu'il faut saisir et qui est intéressant avec la question, c'est à la fois un problématique et intéressant avec la notion d'anthropocène, c'est l'idée que dans le fond, du moment où tu te retrouves dans une situation de changement global, donc de crise climatique, entre autres, tes activités ont un impact, non pas un impact local. Ces activités, elles ont un impact ailleurs. Et c'est-à-dire qu'on est un peu pris dans les activités de tout le monde, en quelque sorte. C'est-à-dire la fonte des glaciers, tu peux pas dire dans le fond c'est parce que on vit comme ça en France que les glaciers fondent. Oui, en partie, mais c'est aussi parce que on vit comme ça aux États-Unis et qu'on vit comme ça au Canada. Et donc il y a, si tu veux, il y a une relation entre la façon dont on vit et dont on habite, on occupe les espaces, qui a un impact non seulement là où on vit, mais évidemment ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que les choix que nous faisons, par exemple, en faisant ça, ou en augmentant l'extraction sur la planète, elle a des impacts différenciés et démultipliés à des endroits qui sont parfois inattendus. Oui, c'est quelque chose de très important. Tu le dis souvent, Vincent, et tu as raison. Il y a cette logique de déplacement, en fait, des géographies. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à une période où nous avions des géographies où les proximités de contact étaient les proximités essentielles. Tous les phénomènes géographiques sont déplacés, relocalisés, reconfigurés. C'est-à-dire que nous vivons, nous, en tant qu'êtres urbains, dans des espaces et des temps, d'ailleurs, qui sont complètement diffractés. Prenons cet exemple-là. Dans un téléphone, un smartphone, on dit qu'il y a, alors c'est très difficile à vérifier, mais globalement, les spécialistes sont à peu près d'accord pour dire que dans un smartphone de 700-800 grammes, entre 500 et 800 grammes, il y a environ 70 à 80 kilos de matière mobilisée. Notamment parce qu'il y a du verre. Donc, il faut du sable, il faut de la silice, etc. Vous multipliez par le nombre de smartphones en circulation aujourd'hui. Il y en a plus de 3 milliards. Il y en aura bientôt 5 milliards. Et là, vous êtes immédiatement saisi de vertige. Parce que vous êtes obligé de réaliser les quantités absolument gigantesques de matière qu'il faut pour produire le moindre objet. Gigantesque. Et vous vous rendez compte immédiatement aussi que pour extraire ces quantités gigantesques de matière, eh bien, il faut aller les chercher partout à la surface de la planète où elles existent. Donc, vous vous rendez compte, si vous faites le diagnostic, c'est ce que Bruno Latour avait proposé dans un texte écrit pendant la pandémie, à quoi tenons-nous? Vous vous rendez compte que rien qu'en utilisant une seule fois un objet aussi simple que votre smartphone, vous êtes inscrit dans une géographie globalisée. Et en plus, vous êtes inscrit dans des temporalités qui sont des temporalités géologiques parce qu'il est probable que pour construire ce smartphone, on aura extrait des terres rares qui auront nécessité, notamment du lithium, qui auront nécessité pour être extraites de faire évaporer des stocks d'eau fossiles dans le désert d'Atacama, c'est-à-dire qui ont été constitués il y a plus de 3000 à 4000 ans et qui ne se reconstitueront pas. Donc vous êtes en contact avec des échelles géologiques. Mais c'est complètement délirant. En fait, on n'a jamais vécu ça. Non.
Et en plus, cet outil-là, pour revenir à l'idée d'accélération, évidemment, provoque une sensation d'accélération, d'être occupé avec absolument rien, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Être suroccupé. C'est peut-être, oui, rien. ça peut être un autre podcast. Mais ce qui est important ici, je pense, pour revenir à ta question méthodologique, c'est de se dire, dans le fond, qu'il faut comprendre l'imbrication de tous ces processus, peut-être pas tous, mais où retravailler en équipe, c'est-à-dire redéployer les capacités du travail interdisciplinaire, pour comprendre l'implication et l'abrication de tous ces processus dans un lieu. Et par exemple, ce que Anat Singh a appelé des patchs, où dans le fond, tu dois penser un espace, et cet espace-là, il est traversé par des flux, il est traversé par du vivant, du non-vivant, des humains, des non-humains, il est traversé par des formes de travail et d'occupation de l'espace, et évidemment par des représentations, des pratiques, des imaginaires, etc. Et donc, si tu veux, c'est à partir de ces patchs que tu peux commencer vraiment à saisir à la fois les implications et les conséquences de cette espèce de configuration qui est, Michel a absolument raison, Michel a souvent raison, souvent, qui a des implications majeures. C'est-à-dire, on n'a jamais été, ce que nous sommes en train de vivre et pas seulement à cause de celui qu'on ne doit pas nommer, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est absolument incommensurable. Oui, je crois qu'on commence juste à réaliser ce que veut dire la phrase « l'être humain devient un facteur géologique ». L'être humain devient une force géologique. Au début, c'est joli, hein. On se dit bah ouais, c'est une jolie métaphore. Et puis on est en train de s'apercevoir que c'est sans doute strictement vrai. Et on est complètement désemparé par rapport à ça. D'où d'ailleurs la fuite de certains vers la volonté de ne pas voir le don't look up, hein, qui se généralise un peu partout, hein, parce que tout paraît tellement énorme et monstrueux qu'on ne veut pas affronter ça, parce qu'en réalité on s'aperçoit de quoi? Eh bien, si on va jusqu'au bout de la logique, si nous pouvons imputer le changement global au processus d'urbanisation planétaire tel que nous venons de le définir, qui implique donc de considérer la responsabilité d'un système productif et d'un système de consommation, donc de modes de vie qui se sont urbanisés. Alors, logiquement, si nous voulons faire face au changement global, il nous faut changer les systèmes de production, les systèmes de consommation et les modes de vie, non ? Il va falloir réorienter nos manières d'habiter le monde. Ah, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire changer l'économie productive, changer les habitudes de consommation, changer les pratiques au quotidien. Mais alors là, ça signifie peut-être remettre en question la propriété privée, réfléchir à l'arbitrage entre les intérêts particuliers et les intérêts collectifs, mettre en cause le système de production immobilier dans les villes, spéculatif, qui mène à la crise du logement, changer nos pratiques de mobilité, changer nos pratiques alimentaires. Et alors là, que se passe-t-il? C'est courage, fuyons, parce que nous sommes tellement imprégnés par l'idée que nous ne pouvons pas vivre autrement que ce mode de vie que nous avons présenté partout au monde comme une référence et auquel censément tout le monde aspire, une bagnole, un logement, un gros compte en banque, du tourisme, de la junk food, etc. Nous sommes tellement dépendants de ça que nous ne savons absolument pas comment faire. Alors qu'il y a déjà des expériences qui sont menées partout au monde, nous ne savons absolument pas comment faire. Et je pense qu'il faut avoir le courage, sans jugement moral, de reconnaître que nous sommes devant un problème que jamais nous n'avons eu à affronter. Un problème d'une telle difficulté, d'une telle complexité, qu'on peut comprendre qu'on trouve ça difficile. Alors on peut moins comprendre qu'on décide de ne pas aborder le problème, mais on peut au moins comprendre qu'on trouve ça difficile. Et ça a des conséquences en termes méthodologiques.
C'est-à-dire que, dans le fond, les programmes disciplinaires, la façon dont on a pensé, par exemple en anthropologie, la nécessité d'étudier la variation sociale et culturelle et de répertorier tout ça, tout ce fonctionnement disciplinaire, il fonctionne à partir d'une prémisse qui est celle de la permanence du monde. Sauf qu'on n'en est plus vraiment convaincu de cette permanence-là, n'est-ce pas? Et donc, il va y avoir, je pense, et on n'a peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais enfin, il va y avoir des transformations sur la façon dont on va travailler entre disciplines, dans nos disciplines, dont on va penser le rôle de l'anthropologie, dont on va penser le rôle des mathématiques, dont on va penser le rôle, et nos collaborations. C'est-à-dire, comment appréhender un monde qui est dans une transformation qui est incommensurable. Ouais, c'est important. Ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel doit être notre travail pour réfléchir à ça? Et là-dessus, évidemment, ça veut pas dire que on doit complètement changer nos pratiques, mais ça veut dire qu'il faut en quelque sorte les arrimer à cette question de l'urbanisation planétaire, qu'il faut les arrimer à cette question du changement climatique et de la crise de la biodiversité, enfin bref, du changement global pour mettre tout le monde dans le même paquet. Et je pense qu'on peut même aller peut-être encore plus loin. Un jour que j'étais très en forme, j'ai fait une conférence en Suisse. J'ai été prudent, je suis allé sur un terrain neutre à partir de Lyon. On est toujours en forme en Suisse. Sur l'anthropocène et le post-disciplinaire, c'est-à-dire où j'ai même revendiqué une sortie des disciplines actuelles en disant que finalement ces disciplines, comme tu le dis, elles renvoient à l'idée d'un découpage du monde et des objets de recherche qui peut être un découpage immuable. Mais en réalité, quand on fait des études urbaines planétaires, et quand on voit, par exemple, la façon dont un déploiement urbain vient bouleverser cette fameuse zone critique dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on est obligé de travailler avec des écologues, avec des géologues, avec des hydrologues, avec des atmosphéristes, avec des climatologues, qui sont eux-mêmes obligés de travailler avec des économistes, des géographes, des juristes, des spécialistes d'études culturelles. Donc, en fait, il faudrait être capable de créer des sortes de coopératives de recherche. Mais de mieux se parler, on est très... Plus que de se parler, de vraies coopératives. C'est-à-dire vraiment des collectifs où des scientifiques de diverses origines viennent construire en commun les objets et leurs méthodes de recherche. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Centre de recherche sur le futur des villes, par exemple. C'est pas seulement pour se demander si on allait vivre dans des villes intelligentes ou des smart cities, mais en fait pas du tout. C'est pour comprendre comment on va mettre en jeu l'habitabilité de la Terre dans les villes de façon à ce qu'elles soient soutenables, parce qu'elle ne le sera bientôt plus. Oui, je pense, je vais me tourner vers Carl, on est proche du 1 heure déjà. On pourrait continuer. Oui, ben par souci de temps, parce que vous avez une réunion qui s'en vient, je crois qu'on devrait conclure, parce qu'on a déjà notre heure, puis le temps avance rapidement, donc... Veux-tu finir la saison avec une petite question? On a un thème assez intéressant, tu étais à écouter tout ça. Oui, ben peut-être rapidement. On écoute tout ça puis on s'est rendu vers la fin. J'ai l'impression un sujet un peu glauque. On parle de à quel point on est en train de se rendre à une certaine limite et justement le fait que les gens décident de ne pas regarder, simplement ne pas voir les problèmes qui arrivent. Ça sonne comme étant beaucoup de problèmes, mais de votre perspective, les solutions sont-elles réalisables, sont-elles approchables, existantes? Est-ce que ça passe par l'urbanisation, justement? Ouais. Repenser cette... Je sais pas ce que Vincent tu en diras et je te laisserai conclure. Moi, je viens d'écrire il y a quelques mois un livre qui s'appelle Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre. Moi, je pars de l'idée que comme l'urbain est devenu notre milieu, il faut réinventer des manières de vivre à partir de ce milieu-là. On peut pas décider que ça n'existe plus. C'est impensable. Donc, en fait, il faut rediriger
ce milieu, c'est-à-dire changer nos manières de penser, nos coexistences, nos cohabitations entre humains et avec le non-humain à l'intérieur de ce qui est un nouveau milieu et petit à petit le faire évoluer. Donc c'est à la fois glauque et effectivement il y a une sorte de pessimisme, d'une lucidité scientifique qui mène à ce que, bah oui, objectivement les indicateurs ne sont pas bons, hein, et c'est pas parce qu'on ne veut pas les voir qu'ils s'amélioreront, hein. Mais il y a aussi une sorte d'optimisme qui naît immédiatement, c'est de constater que déjà partout au monde, il y a des expérimentations, des gens qui essayent de se ressaisir des problèmes et de changer les manières de vivre à des échelles très locales ou à des échelles plus importantes. Alors il y en a qui sont des expérimentations intéressantes et qui ont du succès, d'autres qui sont des échecs, mais on apprend aussi des échecs. Et puis il y a une deuxième raison d'être optimiste, je le dis souvent, c'est que en fait la situation actuelle nous impose d'être inventif et imaginatif. En gros, il y a une ressource qui est absolument inépuisable, la seule ressource qui n'est pas limitée sur Terre, ça devrait être l'inventivité et la créativité. Et la créativité, c'est pas simplement multiplier les promesses de la Smart City ou de l'intelligence artificielle. La créativité, c'est véritablement de produire ensemble, d'inventer ensemble de nouvelles cultures de cohabitation. Donc moi, je passe mon temps à dire, mais c'est exaltant en fait, cette possibilité de réinventer des manières de vivre. Donc allons-y, personne ne nous contraint à ne pas être inventif. Dans la foulée de ce que dit Michel, je pense que ce qu'on a fait exister, le monde que l'on fait exister, qu'on a créé, qu'on a constitué, il n'est pas inévitable, c'est pas incontournable. Enfin, c'est pas une espèce de loi universelle qui fait en sorte qu'on doit vivre comme on vit. Et donc, il y a des possibilités de vivre autrement. Il y a des possibilités de penser des alternatives. La question, c'est évidemment comment donner un petit peu d'élan à ces alternatives et faire en sorte qu'on puisse habiter autrement. Mais je pense que parfois aussi, si tu veux rester un peu dans le glauque, on peut se dire que les choses vont se résoudre par l'absurde. C'est-à-dire que on peut dire mais le monde est comme ça à cause des financiers, mais en même temps les financiers voient bien que le monde comme ça coûte cher et donc qu'il va falloir le changer. Donc si tu veux, les choses ne sont pas statiques et ne sont pas unidirectionnelles. Et à partir de ça, on peut réfléchir des modes d'occupation, notamment des façons de travailler autrement, et ça se dessine tranquillement, des façons d'habiter autrement, qui vont, en tout cas, on l'espère, rendre le monde plus habitable. Je pense pas qu'on est vers une catastrophe qu'on va dépasser des seuils et qu'on s'en remettra jamais, mais je pense que c'est vraiment le moment ou jamais de penser des modes d'habitation autrement, des modes relationnels. Michel parle beaucoup du care spatial et je pense que la question relationnelle est très importante. Et la question évidemment de la justice sociale. C'est-à-dire que tout ça, et on n'a pas eu le temps d'en parler assez, mais je crois que ça doit se réarticuler, se redéployer le long des questions de justice sociale, des inégalités et donc il y a des possibilités, certainement. Juste, pardon Vincent, je voulais pas en parler après toi, mais j'ai oublié. Et je m'étais lancé un défi en arrivant au Canada, et je voudrais quand même pas échouer dans mes derniers jours de présence. Je m'étais lancé le défi qu'à chaque intervention publique, je citerais David Graeber. Et donc, David Graeber, dans un livre qui s'appelle The Hidden Dimension, The Hidden Truth of the World, la vérité cachée du monde, écrit-il, et que nous le fabriquons, nous le faisons ce monde, et il ajoute, mais nous pourrions faire tout à fait autrement. Et je trouve que c'est une bonne manière de répondre aussi à votre interrogation. Voilà, nous fabriquons le monde, ok, mais nous pourrions le fabriquer tout à fait autrement. Et j'aime bien cette idée de David Graeber. Très bien. Je pense qu'on va finir notre saison sur cette citation de David Graeber. Ça va bien finir. Et je me tourne au public. En fait, tout d'abord à mes invités, merci d'avoir accepté, d'avoir fini cette saison exceptionnelle. Merci à vous de l'invitation. Et au public, on se revoit bientôt en fait. On a déjà enregistré, moi et Carl, un petit épisode supplémentaire entre nous qui va être publié dans 2 semaines aussi. Et on vous revient peut-être avec d'autres contenus aussi cet été. Et une deuxième saison l'an prochain. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois.